Avez-vous déjà vu quelqu'un avec un corps pareil? Croyez-le ou non, ce n'est pas une explosion de radion gamma qui a transformé cet homme humain en Hulk, mais une innocente excursion de plongée. Si vous voulez savoir exactement ce qu'il s'est passé et connaître une foule d'autres faits étonnants, comme la couleur officielle de l'univers et la raison pour laquelle les briquets existaient avant les allumettes, restez dans les parages. Mettez-vous à l'aise et prenez des collations pendant que nous plongeons dans un nouvel épisode de l'Ultime Fact Show. Benjamin Franklin a écrit un essai sur l'épée. En 1871, Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis et cerveau à tout faire, a momentanément porté son attention sur un sujet très sérieux, l'épée. L'histoire raconte que l'Académie royale de Bruxelles avait lancé un appel à contributions scientifiques et que Franklin, qui trouvait que l'institution scientifique était un peu trop coincée ces derniers temps, a décidé de rédiger un essai ironique intitulé « Péter fièrement ». Même s'il n'était pas tout à fait sérieux, Franklin a essayé de rendre son essai aussi réaliste que possible, en recherchant quels aliments produisaient quel type d'odeur. Dans cet essai, il fait également pression pour la découverte d'une drogue saine et non désagréable à mélanger avec nos aliments ou sauces ordinaires, qui rendra les décharges naturelles de vent de notre corps non seulement inoffensives, mais agréables comme des parfums. En d'autres termes, le grand orateur, homme d'État et philosophe politique voulait que les scientifiques inventent un médicament qui rendrait l'épée agréable. On ne sait pas pourquoi Franklin était si offensé par l'odeur de ses propres pets qu'il a décidé d'écrire un essai entier sur le sujet. Mais ce que nous savons, c'est qu'il ne l'a jamais soumis. Au lieu de cela, il en a imprimé plusieurs copies et les a distribuées à ses amis pour rire. Quel plaisantin! Les empreintes digitales des koalas sont indiscernables de celles des humains. Vous vouliez savoir quel est le pire cauchemar d'un enquêteur de la police scientifique? L'humble koala ne nous vient probablement pas à l'esprit, mais toute scène de crime impliquant une personne et l'un de ses marsupiaux à fourrure laissera promptement même le détective le plus chevronné. Pourquoi? Parce que si vous regardez une empreinte digitale humaine à côté de celle d'un koala, vous aurez du mal à faire la différence. Voyez par vous-même. Même une analyse minutieuse au microscope scientifique ne permet pas de distinguer facilement les crêtes tourbillonnantes des doigts des koalas des nôtres. Les koalas ne sont pas les seuls non-humains à avoir des empreintes digitales. Des parents proches comme les chimpanzés et les gorilles en ont aussi. Mais les empreintes des koalas semblent avoir évolué de manière totalement indépendante. En fait, les primates et les ancêtres marsupiaux des koalas modernes se sont séparés il y a environ 70 millions d'années sur l'arbre de l'évolution. Les scientifiques pensent que les caractéristiques du bout des doigts des koalas se sont développées plus récemment dans l'histoire de leur évolution, car leurs propres parents, comme les wombats et les kangourous, n'en ont pas. Alors pourquoi ces empreintes? Les chercheurs de l'université d'Adélaïde, qui ont fait la découverte en 1996, supposent que les koalas ont des empreintes digitales simplement parce qu'elles leur permettent de s'agripper plus facilement aux feuilles et aux branches. Mais une chose est sûre, ces créatures dociles et innocentes pourraient vraiment s'en tirer avec un meurtre. D'accord, un koala pourrait probablement vous accuser d'un crime, mais il y a une chose que ces petits doigts ne peuvent pas faire, c'est cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner, ainsi que la petite cloche pour s'assurer qu'il reste à jour pour le dernier contenu étonnant. Pourquoi ne pas essayer maintenant? Prouvez que vous n'êtes pas un koala qui se fait passer pour un spectateur humain. Les cow-boys n'ont jamais porté de chapeau de cow-boy. Le prochain point de ma liste de faits totalement cataclysmiques est le suivant. Vous deviendriez probablement fou si vous voyagiez dans le temps, au Far West, à la recherche d'un cow-boy portant un chapeau à bord large. C'est vrai, le chapeau de cow-boy 10 gallons que vous avez vu dans tous les films hollywoodiens est une exactitude historique totale. Je ne dis pas que les cow-boys ne portaient pas de chapeau. En fait, leur couvre-chef préféré était plus proche du chapeau melon moderne que l'on peut même voir sur la tête de célèbres bandits armés comme Bat Matterson et Billy the Kid. Le légendaire chapeau Stetson de 10 gallons, créé par le chapelier américain John Stetson, est apparu sur le marché en 1865 et n'est devenu populaire qu'à la fin du 19e siècle. Ce chapeau de cow-boy, dit classique, s'inspire des chapeaux d'origine espagnole que Stetson a rencontrés après s'être installé dans l'Ouest. Il présente un pli au milieu d'une haute couronne avec une bosse de chaque côté, ce qui permet au porteur de l'enlever par la couronne plutôt que par le bord. Selon la légende, Stetson a rencontré un cow-boy sur la route qui était si impressionné par le chapeau qu'il a offert 5 $ pour celui-ci, ce qui était une grosse affaire à l'époque.
Avant cela, les cow-boys de l'Ouest sauvage n'auraient jamais choisi un chapeau à large bord car il faisait d'eux des cibles faciles pour leurs adversaires. Marie a vraiment eu un petit agneau. Nous connaissons tous cette comptine, mais écoutez bien. Marie a vraiment eu un petit agneau, et oui, sa toison était probablement aussi blanche que la neige. Il s'agit de Marie-Elizabeth Sawyer, née dans une ferme de Sterling dans le Massachusetts en 1806. L'incident s'est produit en 1815 lorsque Marie, âgée de 9 ans, et son père ont trouvé dans une bergerie un agneau nouveau-né malade qui avait été abandonné par sa mère. Succombant à ses yeux de chien battu, le père de Marie accepta de la laisser garder l'agneau. Elle soigna avec une telle adoration qu'il ne la quitta plus. Quelque temps plus tard, personne ne sait exactement quand, Marie était sur le chemin de l'école avec son frère lorsque l'agneau a commencé à les suivre. Les frères et sœurs n'ont apparemment pas trop essayé de le dissuader et l'ont même traîné par-dessus la clôture en chemin. Lorsqu'ils sont arrivés, Marie a essayé de cacher son agneau sous une couverture sous son bureau, mais il a fini par sortir, provoquant l'hystérie des autres élèves. L'agneau a été mis dehors et le lendemain, un autre élève, John Rulstone, a remis à Marie une feuille de papier contenant un poème qu'il avait écrit sur les événements, intitulé « Marie avait un petit agneau ». Le poème est devenu populaire après avoir été mis en musique à la fin des années 1800 et en 1877, il est même devenu le premier enregistrement audio de l'histoire, lorsque Thomas Edison l'a récité sur son phonographe nouvellement inventé. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Andrew Jackson avait un perroquet jureur. Apparemment, les présidents américains ont toujours eu un faible pour les oiseaux de compagnie. Thomas Jefferson avait un oiseau moqueur nommé Dick. John Fitzgerald Kennedy avait un canari nommé Robin. Et Teddy Roosevelt avait un coq unijambiste. Mais aucun n'est aussi célèbre que le perroquet appartenant au 7e président des États-Unis, Andrew Jackson, pour une raison hilarante et obscène. En effet, le gris d'Afrique de Jackson, qui s'appelait Paul, avait un penchant pour les jurons, probablement transmis par son propriétaire, qui était si dur comme une vieille botte que son propre surnom était Old Hickory, qui veut dire vieux noyé. Paul était certainement une source d'amusement pour les pères du président, mais il avait pris toute sa dimension lorsque Jackson a cassé sa pipe le 8 juin 1945. Lorsque des milliers de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage au président déchu, Paul a décidé de se joindre à eux en poussant des cris et en jurant de manière si grossière que l'oiseau à bouche de chartrier, ou devrais-je dire à bec, a dû être retiré des funérailles. Selon un compte-rendu écrit par le révérend William Menefee Normand, qui a présidé les funérailles de Jackson, le perroquet présidentiel était excité par la foule et a lâché de parfaites rafales de jurons, tandis que les invités étaient horrifiés et impressionnés par le manque de respect de l'oiseau. Un homme a doublé de taille après un accident de plongée. Alejandro Ramos Martinez est un pêcheur péruvien qui plonge pour ses prises. Mais en 2017, une tournure désastreuse des événements l'a transformé en une version réelle du bibendum Michelin. En remontant trop vite à la surface un jour, Martinez a été victime d'un mal de décompression, plus connu sous le nom de mal des caissons. Ce mal survient lorsque des gaz inertes qui sont formés dans le corps gonflent et submergent le système lors d'une remontée rapide. Lorsque Martinez a commis l'erreur presque fatale de remonter trop rapidement des profondeurs, des bulles d'azote se sont accumulées dans son système et ont gonflé, le laissant avec un poids supplémentaire de 30 kg sous la forme de sacs semblables à des ballons attachés à sa chair. Cette soudaine transformation en Hulk ne lui a certainement pas conféré de super pouvoirs. Les excroissances sont extrêmement douloureuses, et Martinez souffre également d'une hypertension qui provoque une pression artérielle anormalement élevée et des douleurs articulaires. Les médecins s'efforcent de réduire les sacs dans le corps de Martinez en utilisant un caisson hyperbare, qui a jusqu'à présent réduit l'azote d'environ 30%, mais il aura besoin d'une centaine de séances supplémentaires et d'une procédure de 100 000 $ pour que son corps retrouve sa taille d'origine. La couleur officielle de l'univers est le beige. Je sais ce que vous pensez. Comment quelque chose d'aussi vaste et inexploré que l'univers peut-il avoir une couleur? Et de toutes les couleurs, pourquoi le beige? En 2002, une équipe d'astronomes de l'université Johns Hopkins a entrepris de comprendre le processus de formation des étoiles en effectuant une série de tests qui ont permis de recueillir des échantillons de lumière de 200 000 galaxies étudiées. En utilisant ces relevés d'analyse spectrale, ils ont déterminé que la majorité des étoiles se sont formées il y a environ 5 milliards d'années.
Mais ils ont également fait une autre découverte intéressante. Les mêmes données leur ont permis de voir de quelle couleur l'univers apparaît depuis la Terre. Après avoir effectué quelques calculs à partir des différents échantillons de lumière, ils ont conclu qu'ils s'additionnaient pour créer une couleur blanche-beige avec la valeur hexadécimale #FFR8E7. Les astronomes ont voté pour le nom officiel de la couleur mais ont finalement ignoré toutes les autres suggestions et se sont mis d'accord sur Cosmic Latte à la place, qui ressemble à quelque chose du menu secret de Starbucks. Apparemment, la couleur est due à la façon dont la lumière émise par les étoiles lointaines apparaît depuis notre planète. En voyageant sur des milliards d'années-lumière jusqu'à la Terre, ces ondes lumineuses tendent vers le blanc pur en raison de la lumière émise par les étoiles lorsqu'elles étaient plus jeunes et plus bleues. Donc peut-être que le ciel est beige après tout. Parmi les autres noms en lice pour la couleur officielle de l'univers, citons Cappuccino Cosmico, Univège, Big Bang Buff et Cosmic Cream. Je suis sûr que certains des esprits créatifs qui regardent cette vidéo pourraient trouver des noms bien plus cool. Alors pourquoi ne pas me dire comment vous appelleriez cette teinte unique dans les commentaires ci-dessous? Qui sait, je pourrais même répondre à certains de mes préférés. Le piercing du mamelon était à la mode dans la Grande-Bretagne victorienne. L'ère victorienne est connue pour être l'une des périodes les plus strictes de l'histoire. Vous serez donc peut-être surpris d'apprendre que, sous toutes ces capes écorcées brodées, certaines femmes victoriennes cachaient un petit secret coquin, des seins percés. Croyez-le ou non, les anneaux de téton en or de bon goût étaient en fait une brève mode parmi les mondains européens bien élevés dans les années 1800. Et tout cela grâce à la belle reine de France médiévale, Isabelle de Bavière. Voyez-vous, Isabelle était une amatrice de mode extravagante, et à la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle, elle préférait les vêtements élaborés, dont le décolleté plongeait jusqu'au nombril. Elle choisissait ses robes audacieuses pour compléter son choix de bijoux, à savoir ses mamelons percés de diamants reliés par de délicates chaînes de perles et d'or. Au XIXe siècle, ces anneaux de poitrine ont connu une petite résurgence et ont été considérés comme un moyen élégant et osé de maintenir la poitrine dans un état d'excitation constante. Je vous laisse le soin de découvrir par vous-même. D'autres considéraient les piercings comme rebelles, et la communauté médicale était en émoi parce que la procédure était considérée comme empêchant l'allaitement, qui était considéré comme le but du corps d'une femme. La prochaine fois que vous vous sentirez à cran, rappelez-vous que les Victoriens l'ont probablement fait en premier. Rodolphe le renne au nez rouge a été inventé par un grand magasin. Il est peut-être un élément essentiel de la saison des fêtes, mais le renne au nez rouge du Père Noël n'existait pas du tout avant d'être inventé par un copywriter pour un grand magasin en 1939. Cette année-là, les dirigeants du Montgomery Ward ont décidé qu'il leur fallait un personnage amusant pour les livres à colorier gratuits qu'ils distribuaient aux enfants qui rendaient visite au Père Noël dans leur magasin. Robert May, copywriter à l'époque, a été chargé de cette tâche et a réussi à créer le personnage de Rodolphe et le poème qui l'accompagnait en août 1939, malgré la mort tragique de sa femme cet été-là. Au cours de la première année, Montgomery Ward a distribué plus de 2,4 millions d'exemplaires du nouveau livre de coloriage. Et comme l'histoire est devenue populaire, les clients en ont acheté 3,6 millions de plus en 1946. Ce n'est que 10 ans plus tard, en 1949, que le beau-frère de May, Johnny Marks, a écrit les paroles de la célèbre chanson, enregistrée par Gene Autry et vendue à plus de 150 millions d'exemplaires. Il est difficile d'imaginer Noël sans lui, mais sans ses frères festifs, ce bon vieux Rudy n'existerait pas. Les briquets existaient avant les allumettes. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Le briquet ou l'allumette? Croyez-le ou non, les briquets existent depuis le XVIIe siècle, même s'il s'agissait le plus souvent de pistolets à silex convertis qui utilisaient la puissance du canon plutôt que dans quelque chose que vous et moi pourrions reconnaître. En 1823, un chimiste allemand nommé Johann Wolfgang Dobereiner a créé le premier briquet à usage unique, connu sous le nom de lampe de Dobereiner. L'appareil était de conception simple. Le zinc réagit avec l'acide sulfurique, créant un gaz inflammable, l'hydrogène, qui s'enflamme lorsqu'il rencontre des étincelles à l'ouverture du récipient. Le dispositif était volumineux, peu pratique et n'a pas connu un succès commercial. Ce n'est que lorsque Karl Auer von Welsbach a breveté la pierre à feu en 1903 que les briquets légers sont devenus plus facilement disponibles. Les premières allumettes à friction, quant à elles, n'ont été inventées que 3 ans plus tard, avant qu'un Anglais du nom de John Walker ne présente ses allumettes
Congreve en 1826, mais elle n'était pas non plus très performante. 5 ans plus tard, le français Charles Soria mettait au point une allumette utilisant du phosphore blanc, mais ces allumettes avaient tellement de succès qu'elles s'enflammaient souvent par accident. Il s'est également avéré que le phosphore était hautement toxique et empoisonnait lentement les ouvriers de l'usine d'allumettes, ce qui n'était pas si génial. Ce n'est que dans les années 1900 que le gouvernement américain a obligé les fabricants à passer à un produit chimique non toxique. Maintenant, il y a un pari de bar que vous gagnerez probablement toujours. Shrek était à l'origine canadien. Il est incontestable que DreamWorks n'a pas encore fait mieux que le film culte qu'est Shrek, sorti en 2001. Mais il fut un temps où l'ogre vert turbulent était très différent. Au lieu de déblatérer sur les oignons avec un épais accent écossais, les spectateurs auraient sans doute vu leur ogre sarcastique préféré engloutir des litres de sirop d'érable et courtiser la princesse Fiona avec ses talents de hockeyeur. Mike Myers a révélé qu'à l'origine, il avait enregistré la voix de Shrek pour qu'elle lui ressemble, mais avec un accent canadien plus prononcé. Jusqu'à ce qu'il voit un premier montage en février 2000 et ait une soudaine révélation. Au lieu d'avoir l'air effrayant et imposant, Myers a réalisé que la voix de Shrek devait montrer une certaine vulnérabilité, et il a donc décidé de se surpasser avec un accent écossais. C'était peut-être un coup de génie de la part de Myers, mais ce fut un véritable cauchemar pour Jeffrey Katzenberg, cadre de DreamWorks, qui a déclaré qu'un tiers des scènes impliquant Shrek avaient déjà été animées. Finalement, Katzenberg a autorisé à contre-cœur Myers à réenregistrer son texte, un risque énorme qui a coûté environ 4 millions de dollars, soit environ 10% du budget de production du film selon Katzenberg. Mais tout cela a fini par payer. Le film a été un succès auprès des critiques de cinéma et du public, et nous ne pouvons imaginer Shrek autrement. Les tortues ne vivent pas dans leur carapace. Les dessins animés vous ont probablement appris que les tortues peuvent fièrement quitter leur carapace quand elles le souhaitent. Mais en réalité, si vous essayez de sortir une tortue de sa carapace, elle mourra probablement. Contrairement à la croyance populaire, la carapace d'une tortue n'est pas seulement un espace vide où la créature se blottit pour une sieste rapide. Bien qu'elle puisse replier ses membres à l'intérieur pour se protéger, c'est en fait une partie intégrante de l'anatomie de la tortue. Jetez un coup d'œil à cette coupe transversale choquante d'une carapace de tortue et vous verrez exactement ce que je veux dire. La carapace est en fait soudée aux os du squelette au niveau des côtes et de la colonne vertébrale, et elle possède même ses propres terminaisons nerveuses, ce qui signifie qu'elle peut sentir quand elle est touchée ou caressée. Les tortues ne choisissent pas non plus la carapace dans laquelle elles vivent, elles naissent avec et grandissent en même temps qu'elles, de sorte qu'elles ont toujours la taille parfaite. Pensez-y, demander à une tortue de sortir de sa carapace serait comme demander à un humain de sortir de sa peau. Ce ne serait pas une expérience très agréable. Et laquelle de ces anecdotes vous a le plus étonné? Et avez-vous une autre anecdote intéressante que je devrais connaître? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à enrichir vos connaissances aléatoires. Comme toujours, merci de nous avoir suivis.